Nous recevons aujourd'hui Madame Marie-Laure Denis, présidente de la CNIL, qui connaît bien la commission des lois pour y avoir souvent été auditionnée. Et jusqu'au 6 juillet dernier, le 6 juillet dernier, notre commission a examiné la prolongation jusqu'au 31 janvier 2023 des traitements automatisés dérogatoires utilisés dans la lutte contre l'épidémie de Covid, notamment SIDEP. Et lorsque nous avions adopté un amendement à l'unanimité en commission, je m'étais engagé devant vous à ce que l'on puisse auditionner Madame la présidente de la CNIL avant le 1er novembre. Et c'est donc chose faite aujourd'hui. Alors, le thème de cette audition, c'est naturellement les systèmes d'information liés au Covid. Je voudrais d'ores et déjà vous rappeler que Madame la présidente de la CNIL sera auditionnée également par la mission d'information de la commission des lois qui porte sur les images de sécurité et qui aura lieu mardi prochain, le 18 à 15h. C'est une mission qui est rapportée par Philippe Latombe et par Philippe Gosselin. Sur les questions qui nous occupent aujourd'hui, la loi du 30 juillet 2022 a mis fin à la plupart des mesures exorbitantes du droit commun pour la gestion de la crise sanitaire. Elle a prorogé jusqu'au 31 janvier 2023 deux systèmes d'information qui ont été mis en œuvre sur le fondement de la loi du 11 mai 2020, à savoir SIDEP et Contact Covid. Le but de cette audition, de mon point de vue, c'est de faire le bilan sur l'utilisation par le gouvernement de ces systèmes d'information dans le contexte où nous sommes sortis de la crise sanitaire, du moins du point de vue juridique. Un deuxième point qui nous occupe et sur lequel je voudrais vous interroger, c'est celui de l'application Tous Anti-Covid, qui, si ça ne relève pas directement des systèmes d'information, a lui aussi été mis en œuvre sur le fondement de la loi du 11 mai 2020, avec une utilisation prorogée, notamment pour permettre l'enregistrement et l'émission via SIDEP des tests de dépistage. Dans un avis, vous recommandiez d'inciter les utilisateurs à n'activer la fonctionnalité de traçage que pendant les périodes de circulation active du virus. Je voudrais savoir également quel est le bilan que vous tirez de l'utilisation de cette application sur lequel on était quelques-uns à avoir émis des réserves. Sur les bilans des systèmes d'information, avec le recul dont nous disposons, j'aimerais que vous puissiez aussi nous dresser un bilan de tous les outils numériques qui ont été mobilisés pour y faire face. Et de ce point de vue, donc, le système d'information SIDEP, le système Contact Covid, l'application Tous Anti-Covid, les passes sanitaires, les passes vaccinaux. Je rappelle que vous avez publié 5 avis au Parlement qui nous ont été d'une grande utilité. Dans celui d'octobre 2020, vous regrettiez que le gouvernement n'ait transmis aucun élément concret d'évaluation sur l'efficacité de ces dispositifs. Et j'observe que le Conseil d'analyse économique a estimé que les passes avaient notamment permis d'éviter 4000 décès. Je voudrais savoir si vous êtes en mesure ou en capacité de corroborer cette information ou cette analyse et sur quel élément. Et puis, naturellement, parce qu'on se retrouve à nouveau à la veille d'un hiver où les cas épidémiques sont finalement en hausse, même si elles attirent moins l'attention de nos concitoyens. Je voudrais savoir finalement les perspectives que vous donnez à l'utilisation de ces différents systèmes d'information et les recommandations que vous pourriez faire devant la commission des lois qui pourrait se retrouver saisie au fond sur un texte à l'avenir. Je n'ai pas d'informations précises à ce stade, mais il vaut mieux, comme on le sait, prévenir que guérir. Madame la Présidente, vous avez la parole. Merci beaucoup, Monsieur le Président, d'abord pour votre invitation et pour vos propos liminaires. Et je vais essayer de répondre aux interrogations que vous avez soulevées. Et naturellement, je me tiendrai à votre disposition après mon petit exposé pour répondre aux questions que celui-ci aura pu susciter. Peut-être que je parle un peu plus fort, un peu plus près du micro. Merci beaucoup. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, je vous remercie d'avoir sollicité la CNIL sur le sujet des traitements automatisés mis en œuvre pour lutter contre la Covid-19. Je suis accompagnée par Hélène Guimio-Bréau, qui est le chef du service de la santé à la CNIL, par Nassera Bekat, qui est la chef du service des affaires économiques, par Benjamin Vial, qui est le chef du service des contrôles sur la santé, les RH et les affaires publiques, et par Chérine Berichi, qui est la conseillère parlementaire et aux relations institutionnelles de la CNIL. Comme vous le savez, comme vous l'avez rappelé, Monsieur le Président, la CNIL a été amenée à se prononcer à de nombreuses reprises sur les systèmes d'information, que ce soit dans le cadre de ses missions d'accompagnement des pouvoirs publics ou de son pouvoir de contrôle a posteriori. Pour commencer, il me semble important de rappeler que la gestion de cette crise a rendu nécessaire la création, dans des conditions d'urgence le plus souvent, de nombreux et nouveaux outils impliquant le traitement d'importants volumes de données à caractère personnel, en particulier des données sensibles que sont les données de santé. La conception des nouveaux systèmes d'information sanitaire et leur calibrage ont soulevé des questions inédites en matière de protection des données. Cela résulte de l'ampleur des données collectées. Pour certains systèmes d'information,
Ce sont les données d'une majorité de la population française qui ont ainsi été collectées. Et il faut également souligner la multitude de professionnels devant pouvoir y accéder, en particulier pour les données de SIDEP, vous savez, c'est le système d'information qui recense les résultats des tests, de Contact Covid pour les cas contacts, et du système d'information sur les vaccins. Enfin, vous l'avez aussi rappelé, Monsieur le Président, de nouvelles technologies ont été utilisées dans le cadre de l'application Stop Covid, devenue Tous Anti-Covid, et de la gestion du pass sanitaire. Ensuite, je souhaite souligner que cette situation exceptionnelle, caractérisée par une crise sanitaire sans précédent dans notre histoire contemporaine, n'a pas fait obstacle à l'application de la réglementation sur la protection des données. Les principes posés par cette réglementation ont démontré la grande robustesse du RGPD, le Règlement général sur la protection des données, ainsi qu'une souplesse suffisante pour permettre le déploiement de divers outils de gestion de l'épidémie, tout en offrant à la CNIL la possibilité de contrôler réellement le respect des droits et des libertés fondamentaux des personnes et le cas échéant, de demander des corrections en cas de mauvaise pratique. Ces 2 dernières années ont mis en exergue que la nécessaire prise en compte de la protection des données à caractère personnel était un facteur déterminant pour contribuer à la confiance des concitoyens, pour contribuer à créer les conditions, même si c'est un terme que j'aime pas spécialement, mais de l'acceptabilité sociale des solutions proposées, et ainsi garantir in fine l'efficacité des mesures employées. Pendant cette crise, la CNIL s'est particulièrement appliquée à assurer que les outils utilisés étaient conformes avec les réglementations applicables en matière de droit au respect de la vie privée, mais pas uniquement. Elle a aussi plus largement veillé au respect d'autres libertés et droits fondamentaux que la CNIL n'a pas pour vocation première à protéger d'une façon habituelle. C'est la liberté d'aller et venir, la liberté d'entreprendre, l'égalité de traitement des personnes ou encore la liberté de consentir à un traitement médical ou à subir un acte médical. À cette fin, la CNIL a mis en œuvre toutes les missions et a fait appel à l'ensemble des pouvoirs qui lui sont dévolus par la loi. Elle a également mobilisé de façon exceptionnelle toutes les ressources à sa disposition. À cet égard, tant le collège de la CNIL et tout particulièrement Madame Valérie Peugeot en charge de la santé et tous les agents de la CNIL ont fait preuve d'un engagement et d'une réactivité remarquables. Cette crise a démontré toute la pertinence des équilibres organisés par la loi informatique et liberté. Alors ça, c'était des considérations introductives un peu générales. Je voudrais rappeler qu'en amont, donc la CNIL a pu conseiller les pouvoirs publics à de nombreuses occasions, souvent en urgence, sur la conformité des traitements mis en œuvre. À cet égard, il me semble important de souligner la qualité des échanges que nous avons eus avec les ministères compétents lors des phases d'élaboration des textes et de la conduite des études d'impact. Il y a eu un dialogue efficace qui s'est instauré entre nous et qui a contribué sans aucun doute à une réelle prise en compte des principes fondateurs et protecteurs de la réglementation en matière de protection des données. Alors, quelques chiffres. Depuis 2020, depuis le début de la crise, la CNIL a rendu 31 avis sur des projets de texte du gouvernement. Elle a été auditionnée à 12 reprises par le Parlement, 13, Monsieur le Président, avec cette audition, en tout cas sur ce sujet. 14 la semaine prochaine, exactement, Madame la députée, tout à fait, contribuant ainsi, je l'espère, au fil des évolutions du cadre juridique, à éclairer les débats parlementaires sur des enjeux fondamentaux liés au respect de la vie privée et des données à caractère personnel. Dans le même temps, la CNIL et le service de la santé tout particulièrement a instruit près de 170 demandes d'autorisation relatives à des projets de recherche en lien avec la crise sanitaire, et ce, dans des délais extrêmement courts, le plus souvent en quelques jours, et grâce à une procédure ad hoc mise en œuvre selon la priorité des demandes. À l'occasion des conseils que nous avons adressés au gouvernement, nous avons fréquemment rappelé, vous y faisiez allusion, Monsieur le Président, la nécessité d'une évaluation régulière des dispositifs mis en œuvre dans le cadre d'une politique sanitaire qui doit être vue dans sa globalité. L'objectif de ces évaluations est double. Il s'agissait d'une part, pendant la crise, ou en tout cas au plus haut de la crise, d'apprécier la proportionnalité des dispositifs mis en œuvre pour mettre fin, le cas échéant, à des mesures qui pouvaient, in fine, ou au fil de l'eau, s'avérer inutiles ou disproportionnées. Mais il s'agit aujourd'hui maintenant aussi d'apprendre pour l'avenir, d'être à même de déterminer quels sont les systèmes d'information et les traitements de données les plus utiles pour gérer une crise sanitaire de cette ampleur et comment les concevoir de façon
à concilier les différents impératifs, protection de la santé, protection de la vie privée. Le Parlement a d'ailleurs tenu compte de la nécessité d'évaluer les mesures prises, puisque finalement, chaque année, depuis le début de la crise, il y a eu un texte qui réclamait ces évaluations. L'article 11 de la loi du 11 mai 2020, qui demandait un rapport détaillé pour l'application de 2 systèmes d'information SI-DEP et Contact Covid. L'article 1er de la loi du 31 mai 2021, demandant que le gouvernement transmette au Parlement un rapport sur l'impact des mesures prises et les indicateurs sanitaires qui permettaient de justifier le maintien de ces systèmes d'information. Et puis plus récemment, l'article 5 de la loi du 30 juillet 2022 qui a prescrit au gouvernement de transmettre au Parlement, je cite, une évaluation du cadre juridique en vigueur, y compris en matière de traitement de données à caractère personnel. Alors, dans ce contexte, l'application Tous Anti-Covid que vous mentionniez, Monsieur le Président, et le pass sanitaire ont fait l'objet de rapports d'évaluation ad hoc qui ont été transmis à la CNIL. Alors, en ce qui concerne Tous Anti-Covid, après analyse du rapport et sur la base de ses propres investigations, la CNIL a constaté que l'outil qui a été conçu était particulièrement respectueux de la vie privée. Il faut se rappeler que le traçage des contacts automatiques au moyen des téléphones était alors totalement nouveau, un traçage par la puissance publique qui générait légitimement des craintes parmi nos concitoyens et pouvait présenter des risques pour les libertés publiques. Le gouvernement a associé la CNIL tout au long de la conception de l'outil et a tenu grand compte de ses conseils. Le collège de la CNIL a considéré que l'application pouvait être maintenue en vigueur compte tenu des garanties intégrées. Volontariat, strict respect du principe de minimisation des données, absence de géolocalisation notamment. Cependant, l'évaluation a montré que l'application n'a eu qu'une utilité marginale dans le contact tracing. Donc il est important d'en tirer les leçons pour l'avenir. Il s'agit notamment de déterminer à quel moment un outil de ce type, à supposer qu'il soit nécessaire, est le plus utile. Est-ce que c'est au début de la circulation d'un virus particulièrement dangereux pour identifier un pic de contamination et en tirer des conséquences, au moment où les enquêtes sanitaires sont encore maîtrisées en quelque sorte, ou bien faut-il l'utiliser lors de périodes de circulation déjà particulièrement active du virus pour compléter les enquêtes sanitaires réalisées manuellement, si j'ose dire, au moment où elles sont déjà très très mobilisées compte tenu de la circulation très active du virus. Nous ne savons pas encore répondre à ces questions. S'agissant du pass sanitaire puis du pass vaccinal, il ressort notamment des avis du Conseil d'État de juillet et décembre 2021 qu'ils avaient pour principaux objectifs de réduire la probabilité pour les personnes exerçant des activités à risque de développer et de transmettre la Covid-19, et donc réduire cette transmission. Et aussi, l'autre objectif, c'était de limiter les formes graves de la maladie et d'alléger la pression sur le système hospitalier. À cet égard, la CNIL constate que, faute d'outils permettant de distinguer la part de réduction des risques de transmission attribuables au pass sanitaire et en l'absence de situations de référence comparables, l'évaluation révèle que le pass sanitaire a principalement contribué à augmenter la couverture vaccinale, ce qui a, selon le rapport, contribué à réduire la propagation du virus, ses formes graves et la pression exercée sur le système hospitalier. Le bilan, donc, de ce point de vue, semble révéler une utilité du pass, mais je voudrais souligner que le pass sanitaire puis vaccinal utilisé pour inciter à se faire vacciner est particulièrement attentatoire aux libertés publiques. Il ne doit être réservé qu'à des situations extrêmes pour un temps tout à fait limité. Le Parlement doit, me semble-t-il, marquer fortement qu'il n'y a pas d'effet cliquet, comme on dit en économie, de ce point de vue. Enfin, l'évaluation des systèmes d'information SI-DEP, Contact Covid, les systèmes d'information des agences régionales de santé, les ARS et de vaccins Covid fournis à la CNIL n'a fait état que d'éléments factuels et chiffrés portant sur la mise en place de chacun de ces systèmes d'information et de traitement dans sa mise en œuvre individuelle ou dans leur mise en œuvre individuelle. Mon sentiment, mais qui se fonde sur la pratique de ces dossiers au jour le jour à la CNIL et en aucun cas sur des considérations scientifiques, c'est que la création de SI-DEP, donc pour
centraliser les résultats des dépistages et de vaccins Covid semble avoir été légitime, même si la CNIL n'est historiquement pas favorable à la centralisation des fichiers servant à l'administration des soins de santé. Et c'est une doctrine, en quelque sorte, qui a naturellement comme justification de protéger ces données particulièrement sensibles que sont les données de santé des Français. En effet, une telle centralisation qui est déjà par nature particulièrement intrusive, parce que de fait, ça consiste à avoir des listes de personnes dépistées, vaccinées, peut présenter des risques de mésusage, de divulgation, accidentelle notamment, et peut avoir donc des conséquences pour les personnes concernées. Mais je pense qu'il faut resituer cette réflexion dans un contexte de progression de la numérisation de la société, par exemple avec la mise en œuvre du dossier médical partagé, de l'espace numérique en santé, et par ailleurs, pour la gestion d'une crise sanitaire d'une telle violence, une centralisation a pu être justifiée au vu des caractéristiques de la crise qui nécessitaient une forte réactivité pour traiter un très grand nombre de données, pour transmettre rapidement ces données, pour avoir une vision globale, pour réguler l'accès aux vaccins, par exemple. Et le collège de la CNIL a donc considéré que dans ces circonstances tout à fait particulières, l'architecture centralisée de ces systèmes d'information était admissible. S'agissant de Contact Covid et des systèmes d'information des ARS, principalement utilisés pour les enquêtes sanitaires, je reste, si vous me permettez cette expression un peu familière, Monsieur le Président, un peu sur ma faim, s'agissant des évaluations. Je ne conteste pas le principe de ces traitements, mais ils présentent des risques particuliers en termes de protection de la vie privée. Ils ont conduit à collecter et à brasser une quantité colossale de données. Leur utilisation en continu, avec une telle intensité, une telle densité, était-elle indispensable ? Elle était sans nul doute légitime, mais si nous sommes confrontés à nouveau à cette situation, ce qui j'espère ne sera pas le cas, il faudra s'interroger sur la possibilité de calibrer plus finement les choses. Le traitement pourrait varier selon le contexte, lorsque la situation du virus est maîtrisée ou en est encore à ses débuts, ou pour des enquêtes sur des clusters, l'apport du traitement semble établi. Mais lors de périodes de circulation intense du virus, un tel traitement nécessite de disposer de moyens suffisants pour collecter et exploiter surtout efficacement les données dans le cadre de la gestion de l'épidémie, compte tenu des difficultés connues, c'est-à-dire qu'il faut pouvoir mobiliser un grand nombre d'enquêteurs à former, il faut pouvoir mener des enquêtes dans des délais contraints pour conserver la pertinence de la notification. Et il n'est pas certain que ça a été, en l'espèce, le cas au plus fort de la crise. Sans pouvoir porter un jugement définitif, il me semble nécessaire aujourd'hui que soit établie une analyse de la complémentarité des dispositifs ayant été mis en œuvre. À plus forte raison, avant d'envisager une éventuelle refonte du cadre juridique applicable en période de crise. Il ne s'agit nullement de remettre en cause la légitimité d'actions sanitaires mises en place en urgence et dans un contexte incertain. Mais il est nécessaire d'apprendre de cette crise. Alors, je voudrais maintenant brièvement vous présenter l'action de la CNIL en aval, en quelque sorte. Donc, on a donné beaucoup d'avis en amont sur les textes présentés par le gouvernement et transmis au Parlement. Mais dès le début de la crise, j'ai annoncé que la CNIL contrôlerait en continu les fichiers liés à la gestion de la crise sanitaire pour répondre au caractère exceptionnel de la situation et au vu de la sensibilité des données traitées. Cela a mobilisé énormément de ressources, mais je suis convaincue que ça a peut-être aussi contribué à la confiance que nos concitoyens pouvaient avoir à l'égard de l'action des pouvoirs publics. Ces vérifications, elles ont porté principalement sur les conditions d'information des personnes, la sécurisation des données et leur durée de conservation, le respect en tout cas de la durée de conservation. Ainsi, depuis la mise en œuvre de ces dispositifs en 2020, la Commission a procédé à une 50aine de contrôles, 52 très exactement. Certains sont en cours d'instruction, de nouvelles vérifications seront diligentées, notamment s'agissant du système d'information Contact Covid au terme de son alimentation que vous avez prévue au 31 janvier 2023, c'est la loi du 30 juillet 2022. Plus globalement, je veux préciser que les investigations se poursuivent tant que les fichiers sont utilisés et ne s'achèveront, ces investigations, qu'au terme de leur utilisation.
On s'attachera notamment à vérifier à ce moment-là que les différents systèmes d'information ne sont plus alimentés et que les données sont bien supprimées à l'issue de leur durée de conservation. Cette démarche de contrôle continu des outils de gestion de l'épidémie est vraiment sans équivalent dans l'histoire de notre institution et elle a permis de s'assurer de la mise en conformité des systèmes d'information en temps réel. Il en résulte un bilan globalement positif en matière de conformité RGPD. Comme le Collège de la CNIL l'a souligné dans les 5 avis que vous avez rappelés, Monsieur le Président, et qu'elle vous a adressés, aucun dysfonctionnement majeur ou structurel des systèmes d'information créés pour lutter contre la crise sanitaire n'a été relevé. Cela mérite d'être souligné, compte tenu notamment des conditions d'urgence dans lesquelles ces systèmes ont été conçus, analysés et déployés. Lorsque, par ces investigations, la CNIL a identifié des difficultés, notamment à la suite de violations de données, des modifications techniques ont été opérées et les textes ont été ajustés. Je pense notamment à l'information des personnes, à l'encadrement du recours à des prestataires privés ou à l'amélioration des mesures de sécurité. Alors, comme j'étais déjà très longue, je vais maintenant concentrer mon propos sur les enseignements que nous essayons de tirer devant vous de ces éléments. Tout d'abord, la crise a constitué un puissant accélérateur de la diffusion numérique dans le domaine de la santé. La place des plateformes en ligne de prise de rendez-vous médicaux et l'essor considérable des téléconsultations en est une des illustrations. Elle a aussi éclairé cette crise sous un jour nouveau les questions de souveraineté numérique. Et je pense à la plateforme des données du Health Data Hub. Elle a éclairé aussi les risques en matière de sécurité des systèmes d'information, l'augmentation des cyberattaques qui demeurent, comme on le sait tous, malheureusement d'actualité, la faiblesse de la culture numérique chez certains acteurs, et sans du tout généraliser ou pointer du doigt qui que ce soit, d'une façon générale, j'évoquerai certains établissements professionnels de santé, certaines ARS et autres agences publiques. Ensuite, la CNIL n'est évidemment pas compétente pour dire si les dispositifs existants constituaient, d'un point de vue scientifique, médical, des moyens suffisants pour lutter contre une pandémie. Pour autant, les nombreux textes adoptés pendant la crise pour permettre le déploiement en urgence des dispositifs ont témoigné, en tout cas, de l'insuffisance ou de l'incomplétude du cadre juridique qui existait avant la crise du Covid-19. Ces textes ont répondu à la nécessité, dans certains cas précis, de déroger au secret médical, ce qui ne peut être fait, comme vous le savez mieux que quiconque, que par la loi. Je pense notamment au système d'information Contact Covid et SIDEPT, ainsi qu'à des besoins de transparence quant au fonctionnement de dispositifs nouveaux. Je pense à l'application de traçage numérique Tous Anti-Covid. Par ailleurs, une évaluation globale de ces dispositifs, afin de s'assurer de leur complémentarité, semble s'imposer, à plus forte raison avant d'envisager toute éventuelle pérennisation de certains dispositifs déjà mis en œuvre. Donc il convient, à la lumière de ce que nous avons vécu depuis presque déjà 3 ans, de procéder à un état des lieux objectif de l'existant et que s'engage une réflexion dans le cadre d'un débat démocratique sur le cadre juridique actuel et les évolutions nécessaires. Notons qu'une telle évaluation s'impose avant la fin de ce mois, en application de l'article 5 de la loi du 30 juillet 2022, bien que la loi ait pris soin de préciser qu'elle ne concernait que les pandémies et non les épidémies ou d'autres catastrophes sanitaires. En outre, une réflexion est aussi susceptible de s'engager sur l'opportunité de maintenir certains dispositifs en dehors des périodes de crise. Ce débat il devra permettre de cranter dans la loi un certain nombre de garanties visant à assurer un équilibre entre l'objectif à valeur constitutionnelle de protection de la santé publique et le respect des libertés fondamentales des personnes, l'accès aux soins, la protection des données à caractère personnel. Il conviendra de prendre en compte les spécificités de chaque crise afin que les atteintes portées aux droits et aux libertés des personnes concernées constituent des mesures nécessaires et proportionnées et par voie de conséquence, il s'agit de déterminer les critères spécifiques de création ou d'activation des systèmes d'information. Cette vigilance, elle plaide donc pour l'élaboration d'un dispositif à géométrie variable. En tout état de cause, seules des situations d'une particulière ampleur ou gravité devraient pouvoir autoriser la mise en œuvre de traitements spécifiques, a fortiori s'ils sont dérogatoires au droit commun et fortement attentatoires aux droits et libertés. Pour ces raisons, je forme le vœu, Monsieur le Président, que la CNIL soit saisie de tout projet de loi relatif à la protection des données à caractère personnel et au traitement de telles données, quand bien même la mise en œuvre des traitements en cause devrait être précisée par voie réglementaire. Et je tiens enfin, et ça sera
quasiment mon dernier mot avant les questions, a souligné que cette crise sanitaire a confirmé qu'il était possible de mettre en œuvre des traitements de données de manière efficace et rapide et qui soient respectueux de la vie privée. Loin de constituer des freins à la gestion de la crise sanitaire, le règlement général sur la protection des données et la loi informatique et liberté ont permis de garantir la mise en œuvre effective de dispositifs respectueux des droits et libertés des personnes. Ils ont ainsi contribué à une transparence de l'action de l'État, à laquelle le Parlement a par ailleurs tout particulièrement veillé, et qui a contribué, je l'espère, à limiter la défiance de nos concitoyens envers ces systèmes d'information. Je vous remercie pour votre écoute, alors que j'ai cru comprendre que vous étiez couché fort tard. Et je reste à votre disposition pour les questions que vous voudriez pouvoir me poser. Merci beaucoup. Merci Madame la Présidente. 2 observations avant de donner la parole à mes collègues, pour une durée de 2 minutes chacun. D'abord, je réponds positivement à votre demande de consultation préalable avant tout texte qui soit de nature législative ou de nature à déléguer un pouvoir législatif au pouvoir réglementaire sur la question de la protection des données. Et j'ai cru comprendre, et ce sera une question complémentaire que je vous pose, que vous regrettiez, comme je l'ai fait en commission mixte paritaire et lors de la lecture du texte, le fait d'avoir rayé d'un trait de plume tout le dispositif législatif qui avait été édifié pierre après pierre sur la question de l'état d'urgence sanitaire et qui était le fruit finalement d'une réflexion parlementaire assez riche sur la question des limites ou de l'état d'urgence sanitaire et qui figurait dans le Code de la santé publique. Je donne la parole à M. Rémi Rébérotte pour une durée de 2 minutes. Oui, Madame la Présidente, d'abord merci de votre venue et de votre intervention. J'étais responsable pour la majorité lors du débat et du vote sur le RGPD dans notre commission et pour notre institution, et nous avons bien pensé à vous pendant la crise Covid. Je dis cela parce que nous avions déjà à l'époque, mais on était loin de penser ce qui allait arriver, beaucoup réfléchi sur ce couple protéger les données et en même temps diffuser les données, et notamment en matière scientifique, pour les professionnels, pour les chercheurs, pour aujourd'hui et pour demain finalement, pour tirer des conclusions et essayer d'améliorer les dispositifs pour la suite. Un débat notamment sur anonymisation ou cryptonomisation ou pseudonymisation des données. Je me rappelle comme si c'était hier, parce qu'il y avait eu vraiment des débats très chauds là-dessus. Et donc je voudrais savoir justement, en allant un peu plus loin par rapport au RGPD, comment vous ressentez la chose? Est-ce qu'il y a encore des améliorations à apporter sur cette question précise, ou est-ce que finalement le dispositif a plus ou moins bien tenu? Et puis, deuxième question, c'est ceux des moyens de la CNIL. C'est pour ça que j'ai aussi beaucoup pensé à vous. Parce que, certes, après le RGPD, on vous avait donné un certain nombre de moyens complémentaires pour réaliser l'ensemble de vos tâches. Et il n'y a pas que les tâches en matière de données de santé, il y a l'ensemble évidemment du dispositif. Est-ce qu'aujourd'hui vous diriez que c'est suffisant, ou est-ce qu'il y aurait là encore des moyens complémentaires à donner pour que vous puissiez mieux réaliser encore ces politiques qui sont absolument essentielles pour nos libertés, mais aussi pour notre vie en société d'une manière générale? Merci. Monsieur Jean-François Coulombe. Monsieur le Président, Madame la Présidente de la CNIL, comme tout système informatique, en fait, on est confronté à des flux de données. Il y a la création de ces données, leur stockage, la diffusion, la transmission. Alors, moi, j'aurais aimé savoir si vous êtes en mesure de donner des informations sur qui est-ce qui centralise les données qui sont ainsi collectées. Quel type de serveurs? À qui appartiennent-ils? Quelles sont leurs nationalités? Parce qu'il y a eu des débats et des questionnements il y a quelques mois déjà, maintenant au début de la crise Covid, justement sur la nature et la propriété des serveurs. Donc voilà une question sur les serveurs. Ensuite, qui décide à qui sont transmises ces données? Est-ce qu'il y a une autorité supérieure, indépendante, ou c'est le propriétaire du logiciel, par exemple, pour ce qui concerne le Stop Covid? Donc, quels sont les droits finalement affectés aux détenteurs des données pour ensuite décider de qui en est le destinataire, ou l'utilisateur du moins? Voilà. Et ensuite, vous avez donc des organismes qui sont censés assurer l'accompagnement social, par exemple des agents de services préfectoraux. Qui accorde ces droits à ces agents préfectoraux-là, à ces services préfectoraux?
Donc vous voyez, on a quand même un certain nombre de questions, également sur les garanties, mais vous avez évoqué le fait que vous y étiez vigilant, mais de quelle manière ? Et la dernière question porte sur finalement le droit d'accès et de révocation de ces données par les propriétaires qui sont, on va dire, les particuliers. Comment on fait pour avoir un système simple d'annulation ou de suppression ou d'accès du moins à toutes ces données. Voilà, merci Madame la Présidente. Merci Monsieur Emmanuel Mandon. Oui, merci Monsieur le Président. Madame la Présidente, depuis sa création en 1978, ainsi que vous l'indiquiez vous-même lors de précédentes auditions et encore aujourd'hui, la CNIL s'attache à la défense de la protection de la vie privée, des libertés individuelles, en particulier la protection de nos données personnelles qui recouvrent des enjeux de plus en plus larges et complexes. Alors, le groupe démocrate que je représente est lui aussi très attaché à cette protection. Il l'a montré à chaque fois que cela est nécessaire, comme lors de l'examen des différents textes relatifs à la crise sanitaire. Mon collègue Philippe Latombe a porté d'ailleurs notre voix sur ces sujets, et plus particulièrement sur celui des traitements automatisés dans le cadre de la lutte contre la Covid-19. Et j'ai également pu rappeler notre attachement en juillet dernier, lors de la discussion générale du projet de loi mettant fin au régime d'exception créé pour lutter contre l'épidémie liée à la Covid-19. Alors, l'irruption continue de nouvelles technologies, comme ça a été souligné, conjuguée à l'omniprésence des traitements de données personnelles dans tous les domaines de la vie, constitue un défi permanent pour la CNIL et pour notre société. Bien sûr, vous avez rappelé le rôle de la RGPD et ce rôle de régulation de la CNIL, une combinaison fort heureuse, et notamment dans le cadre de ce que nous venons de vivre. Alors, vous avez rappelé des principes. Nous sommes tout à fait conscients de l'importance de cette action. Le bilan vous paraît globalement positif. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut dire par rapport aux moyens dont vous disposez ? C'était posé comme question. Et puis enfin, je voudrais savoir si l'application Tous Anti-Covid, que vous semblez, vous avez peut-être mis en doute un peu son utilité, finalement, est-ce qu'elle reste un outil indispensable pour la suite ? Merci Madame Edwige Diaz. Oui, merci beaucoup. Alors, la CNIL a alerté à plusieurs reprises sur les risques de dispositifs attentatoires à la vie privée, selon vos propres termes, tels que le pass sanitaire. Dans une délibération de la CNIL, on peut lire, je cite, « Il est essentiel que l'impact des différents dispositifs numériques sur la stratégie sanitaire globale soit étudié et documenté régulièrement à partir de données objectives, afin de s'assurer que le recours à ce type de dispositif prenne fin dès que leur nécessité disparaîtra. » Vous avez mis en cause l'utilisation des données du pass sanitaire par mail car cela les rendait accessibles à tous de façon indéterminée. Il semble également que vous ayez dû rappeler à l'ordre une fédération sportive à ce sujet, mais sans la sanctionner. Aujourd'hui, pouvez-vous nous dire ce qu'il est advenu des données insérées dans les passes sanitaires alors que celui-ci n'est plus en vigueur, où et comment sont conservées ces données, qui y a accès et combien de temps seront encore-elles conservées ? Je vous remercie. Merci Monsieur Hervé Soulignac. Merci Monsieur le Président. Merci Madame la Présidente pour votre exposé. Vous l'avez rappelé avec vos mots, et je vais peut-être le faire un peu différemment, mais la population française a consenti à ce qu'une partie de sa vie soit collectée. Et ce sont des données en masse qu'elle a confiées à la puissance publique pour lutter contre le virus, mais les Français n'ont pas, je crois, consenti à la pérennisation de ces dispositifs et s'interrogent aujourd'hui sur la nécessité de les maintenir compte tenu de l'état sanitaire que nous connaissons. Même si l'outil est respectueux de la vie privée, il n'en demeure pas moins qu'on a centralisé des données de santé, qu'on a donc créé un risque de violation de la vie privée qui n'existait pas. Moi, j'aurais deux questions dans ce contexte-là à vous poser. D'abord, s'agissant de l'application Tous Anti-Covid, est-ce que vous pouvez décomposer les usages qui en sont faits aujourd'hui ? Je rappelle que ce qui fondait le lancement de cette application au départ, c'était le contact tracing, et vous nous avez dit qu'il avait été marginal dans son usage. Donc je voudrais savoir quels sont les usages aujourd'hui qui sont faits de Tous Anti-Covid. Est-ce que ce dispositif garde du sens dès lors qu'il n'y a plus de passe sanitaire ? Et est-ce que, pour poser ma question peut-être de manière un peu triviale, n'est-il pas temps d'éteindre ces dispositifs ? Merci Monsieur Philippe Pradal.
Merci, Monsieur le Président. Madame la Présidente, avant tout, merci pour l'exposé très clair, dont je ne retiendrai de façon un peu caricaturale que le bilan globalement positif que vous posez, même si ça ne rappelle pas que de bons souvenirs à un certain nombre de personnes qui ont les cheveux blancs. Je m'appuierai et je ne ferai que prolonger la réflexion du président Houllier sur le fait qu'ait été barré un certain nombre de dispositifs, ou qu'ont disparu plutôt du Code de la santé publique un certain nombre de dispositifs. Dans un monde où les crises vont probablement s'enchaîner, vous avez évoqué la doctrine que pose la CNIL sur un certain nombre de sujets. Est-il envisageable, enfin comment la CNIL pourrait contribuer à l'élaboration d'une doctrine qui permettrait, face à des crises ou à des pandémies malheureusement probables, d'activer les systèmes un peu plus en anticipation, de les travailler un peu plus en amont et de capitaliser sur le travail important qui a été effectué tant par les autorités de l'État, la CNIL et le Parlement, de façon à ne plus être forcément en réaction au dernier moment et a posteriori, mais plutôt en anticipation, en ayant un corpus doctrinal auquel vous pourriez contribuer qui soit plus conceptuel et non pas en réaction à des situations précises. Merci. Merci. Monsieur Jérémy Yordanov. Oui, bonjour. Merci beaucoup pour cet état des lieux que je veux vraiment saluer. Effectivement, on comprend qu'il y a une amélioration des dispositifs en vigueur suite à vos avis, à votre contrôle. Je veux m'associer aux avis que vous rendez parfois, notamment sur le risque d'accoutumance et de banalisation des dispositifs dérogatoires au droit commun, et que ces mesures ne peuvent être justifiées que si elles sont efficaces, éprouvées. Et à ce titre, vous notez sur le pass sanitaire, qui est une mesure particulièrement attentatoire aux libertés publiques, qu'elle n'a pas eu un effet direct, elle a eu un effet sur la couverture vaccinale, mais pas nécessairement proportionné sur la limitation de la propagation du virus. Par ailleurs, je veux vous poser la question des moyens financiers et des moyens d'investigation de la CNIL. Est-ce que vous jugez qu'ils sont suffisants au regard des enjeux en présence, et est-ce que sur la question des prérogatives que vous avez, est-ce qu'une question de l'autosaisine par exemple, c'est quelque chose qui pourrait être intéressant pour la CNIL? Voilà, merci. Merci Madame Elsa Fossillon. Merci Monsieur le Président. Madame la Présidente, au-delà du nombre de fois où vous avez été auditionnée, les avis de la CNIL ont largement occupé nos débats ici lors du dernier projet de loi. Avec mon groupe, tout au long des débats sur le traitement, le partage et la récolte des données de santé, nous avons dit nos craintes sur les dangers d'un fichier d'une telle ampleur, sur des prorogations qui nous semblent à chaque fois bien trop longues, et sur évidemment, au regard des protections constitutionnelles et conventionnelles du droit au respect à la vie privée, les dangers que pouvaient représenter ces différentes applications et ces différents recueils de traitement de données. Je crois que ça a recoupé pour une part, d'ailleurs, peut-être que vous les exprimez moins maintenant parce que du travail a été fait, mais en tout cas, ça a exprimé les premiers avis faits par la CNIL au démarrage. Moi, j'ai plusieurs questions, même si pour une part, vous avez déjà commencé à tracer quelques lignes de réponse. Il y a le collègue Solignac qui disait, est-ce qu'il n'est pas temps d'éteindre maintenant, d'arriver à l'extinction de ces données? Est-ce que vous pourriez nous donner quelque part des préconisations sur la méthode de l'extinction? Parce que je pense qu'elle est importante si nous décidons d'y venir. Ensuite, dans une délibération du 19 mai 2022, vous avez invité les responsables des traitements vaccins Covid et SIDEP à relever le niveau de sécurité des systèmes et à mettre à jour leur analyse d'impact sur la protection des données. Est-ce que cette sollicitation a été prise en compte, et quels sont les risques identifiés liés à la sécurité numérique des données de santé? Je pense à l'hameçonnage, à l'escroquerie, etc. Est-ce que vous pourriez en dire quelques mots? Je vois que j'arrive au bout, donc je vais éliminer quelques questions. Mais dans un avis sur le suivi numérique des personnes, la CNCDH alertait sur un effet cliqué du recours à ces dispositifs numériques, craignant une accoutumance. Et vous avez aussi émis des craintes. Je relève à cet égard la tentative du ministère de l'Économie d'accéder à des données bancaires des Français. Pensez-vous que le gouvernement a suffisamment informé la population de manière claire, transparente sur l'existence de ces différents traitements? Je vous remercie.
On avait presque tenu les délais jusqu'à présent. Madame la Présidente, vous pouvez répondre à cette première série de questions, s'il vous plaît. Merci beaucoup, Monsieur le Président, et merci pour toutes ces questions qui brassent vraiment les principales problématiques auxquelles on a été confrontés. Alors, sur l'état d'urgence sanitaire, Monsieur le Président, et sur l'éventuelle pérennisation, éventuellement, c'est vrai qu'il y a eu un projet de loi, je crois, à la fin de l'année 2020, qui n'a pas vu le jour, et donc c'est assez délicat pour la CNIL, s'agissant de l'éventuelle pérennisation de certains de ces dispositifs, outre le fait qu'on n'a pas de compétences sanitaires ou scientifiques particulières, de se prononcer en l'absence de texte, sans savoir quel système d'information plutôt que tel autre est éventuellement prolongeable. Voilà ce que je peux dire à ce stade, en tout cas sur ce sujet, même si j'ai essayé de dire dans mon exposé que, en tout état de cause, et je rebondis sur l'effet cliquet, effectivement, il faudra retenir, le cas échéant, qu'un dispositif à géométrie variable, fondé vraiment sur la nécessité et la proportionnalité au cas par cas de l'usage de tel ou tel système d'information. Il ne s'agit pas du tout, en tout cas dans notre esprit, parce que c'est arrivé une fois et dans des circonstances dramatiques, de copier-coller, si j'ose dire, en quelque sorte, l'ensemble d'un dispositif qui était extrêmement particulier et lié à des circonstances précises. Monsieur Rémi Rébérotte posait des questions sur la recherche. En tout cas, ce que je peux dire, c'est que le RGPD et la CNIL n'ont pas été un frein à la recherche dans le domaine de la santé, parce que la plupart des... Vous savez que la CNIL délivre des autorisations en matière de recherche en santé, mais... Et donc, en l'espèce, il y a eu des recherches naturellement liées à la Covid-19, mais la CNIL ne délivre des autorisations que si les projets de recherche ne sont pas conformes aux méthodologies de référence que la CNIL a elle-même émises. Et je parle sous le contrôle de la chef du service de la santé, mais 85% des demandes qu'on a eues sur des recherches concernant la Covid-19 étaient conformes à des méthodologies de référence, donc on n'avait pas à délivrer d'autorisation. Et dans les autres cas, puisqu'on a délivré, je crois, 170 autorisations en matière de recherche liée à la Covid-19, la plupart du temps, pour 70% de ces cas, en moins d'une semaine, vraiment en quelques jours, parce qu'on avait mis en place une adresse mail dédiée, mis des équipes, accentué la disponibilité des équipes, dématérialisé des décisions, et surtout commencer à traiter en amont, en lien avec les chercheurs, en quelque sorte, la préinstruction des dossiers. Donc du point de vue de la recherche sur la Covid, la CNIL a vraiment accompagné les acteurs afin de trouver des solutions qui permettaient de respecter les modalités de recueil du consentement des personnes dont les données faisaient l'objet de recherche. Et on s'est beaucoup attaché aussi aux modalités d'information de ces personnes. Donc le processus tel qu'il existe, en tout cas, il n'est pas bloquant. Voilà ce que je veux dire. Il est d'autant moins d'ailleurs qu'il y a un article de la loi informatique et liberté qui permet aussi à certains organismes listés par un arrêté de réaliser sans autorisation de la CNIL des traitements de données de façon temporaire dans le domaine de la santé. Mais en tout état de cause, il faut bien s'attacher à déterminer les catégories de données pouvant faire l'objet d'un traitement à des fins de suivi de recherche. Vous avez évoqué toutes les subtilités que les spécialistes, dont les spécialistes raffolent entre anonymisation, pseudonymisation, etc. On est très sensible, effectivement, notamment à la réutilisation de données pseudonymisées. On pense qu'il faut exclure un certain nombre de données, les noms, les prénoms, le numéro de sécurité sociale qu'on appelle le NIR, l'adresse et les coordonnées de contact téléphonique ou électronique des personnes notamment. Et tout ça, c'est pas purement conceptuel ou pour faire du droit pour faire du droit. On voit bien chacun d'entre nous qu'il y a des fuites de données dans le domaine de la santé. Ça rejoint en quelque sorte la préoccupation cyber sur laquelle je reviendrai. Et finalement, les individus, ils prennent conscience des enjeux en matière de sécurité quand ce sont leurs propres données, c'est bien normal, qui sont concernées, qui se retrouvent dans la nature, les données d'un laboratoire, les données de tests de dépistage qui étaient supposées alimenter SIDEP, etc. Voilà ce que je peux dire sur la recherche. Sur les moyens de la CNIL, c'est une préoccupation que vous avez exprimée, tout comme Monsieur Mandon. Ce que je peux dire, c'est que
il y a une prise de conscience, en tout cas, des pouvoirs publics, et la crise sanitaire y a certainement contribué, et j'espère que la réaction de la CNIL au moment de la crise sanitaire a été un facteur également déterminant en ce sens. Les pouvoirs publics ont mieux doté depuis quelques années la CNIL en ETP, comme on dit en jargon budgétaire, en emploi à temps plein, qu'auparavant, puisqu'à la fin de l'année prochaine, les effectifs de la CNIL atteindront 290 personnes, et c'est une augmentation d'1 tiers en l'espace de 3 ou 4 ans à peu près. Cela étant dit, la CNIL reste petite, si j'ose dire, par rapport à des autorités de protection des données comparables et qui ont le même périmètre d'intervention. Je pense, même s'ils ne font plus partie de l'Union européenne, à notre homologue britannique, l'ICO, qui a 3 fois plus de moyens. Je pense à l'autorité de protection des données allemande, certes dans un système fédéral, mais qui a 4 fois plus d'agents que la CNIL, et a fortiori dans l'espèce de révolution réglementaire qui s'annonce avec le paquet numérique européen, tous les textes que vous connaissez, le DMA, le DSA, le Data Act, le Digital Governance Act, un projet de règlement sur l'intelligence artificielle, etc. Il y a un sujet de savoir qui va contrôler concrètement ces dispositions. Je pense que la CNIL a sa part à prendre sur un certain nombre des dispositions de ces textes qui concernent beaucoup les données à caractère personnel. Et si de nouvelles compétences que je souhaite, et ce que le collège de la CNIL souhaite, échoient à la CNIL, par définition, il faudra proportionner, en tout cas pour certaines d'entre eux, les moyens de la CNIL en conséquence. Alors après, M. Coulon demandait quel type de serveur était utilisé, de quelle nationalité, qui décide à qui sont transmis les données, et la question du droit d'accès et de la révocation. Alors, s'agissant des systèmes d'information Covid, à ma connaissance, les serveurs étaient bien français. CIDEP, par exemple, c'était les serveurs de la PHP. Mais vous posez une question tout à fait importante, par exemple sur le pass sanitaire. On a eu des échanges avec le ministère de la Santé qui, à un moment, a pu envisager d'utiliser un acteur américain pour des solutions justement qui permettaient des mesures de sécurité, l'anti-DDoS, comme on dit. Mais après des discussions, notamment avec la CNIL, le ministère de la Santé a choisi de basculer chez un acteur français. Mais d'une façon générale, le collège de la CNIL est extrêmement attentif à ce que les données soient hébergées, quitte à ce qu'elles utilisent, quitte à ce que les opérateurs utilisent des technologies étrangères, mais que les données soient hébergées par des structures qui sont exclusivement soumises aux droits français et européens, très concrètement pour limiter l'accès des données, a fortiori quand il s'agit de données de santé et de données sensibles, à des acteurs étrangers qui n'ont pas le même niveau de garantie sur les données que nous avons en France et en Europe. Sur les droits, donc, pour répondre à la question du député Coulon, on a évidemment été très attentif à la garantie des droits. Vous évoquiez ce qu'on appelle, nous, le droit d'opposition. Parfois, c'est vous-même qui avez exclu, en quelque sorte, le droit d'opposition, mais ça se comprend très bien. Par exemple, pour le système d'information sur les vaccins, vous faites vacciner, vous n'avez pas le choix, vous avez votre nom dans un fichier, mais c'est aussi pour des raisons de pharmacovigilance que vous avez dû prendre en compte. En revanche, il est clair que la réglementation en matière de protection des données prévoit un ensemble de droits sur l'information sur ces données, le droit d'accès, de rectification, le cas échéant. Et si certains droits peuvent être restreints, comme l'exemple que je viens de prendre en matière de crise sanitaire, ces limitations, elles doivent être inscrites dans un texte qui a été pris après avis de la CNIL, et il faut que les individus en soient informés. De même que le consentement du patient infecté, par exemple, doit être recueilli pour que son identité soit communiquée aux personnes considérées comme cas contact. De même qu'une vigilance particulière
s'impose pour les données couvertes par le secret médical. Et dans la mesure du possible, seuls des professionnels de santé devraient pouvoir y avoir accès, même si, avec Contact Covid, compte tenu du volume de données et de la nécessité d'élargir le vivier de personnes pouvant y accéder pour pouvoir recontacter des personnes, un texte, justement, la loi a dû élargir cette catégorie d'acteurs, ou en tout cas demander à ce que ça soit renvoyé au niveau réglementaire. Donc il faut pouvoir aménager et voir comment on peut aménager des dérogations au secret médical. Et encore une fois, là, ECIDEP et Contact Covid ont fait l'objet de dérogations. Alors, Monsieur Mandon donc posait la question des moyens de la CNIL. Vous posiez, monsieur le député, aussi, vous reveniez sur le sujet tous anti-Covid. Finalement, effectivement, cette application de traçage numérique a concentré beaucoup des débats et des interrogations pendant la crise Covid, puisque c'était la première fois qu'il y avait une application de traçage étatique. Nous avons beaucoup travaillé, nous avons un partenariat avec l'INRIA pour nous assurer que ce dispositif soit, comme on dit dans notre jargon, privacy by design, c'est-à-dire intègre dès sa conception des considérations de vie privée. Donc c'était un dispositif basé sur le volontariat, qui ne faisait pas de la géolocalisation, avec le minimum de données, et des données a priori non identifiantes. Il nous a semblé que dans la balance atteinte à la vie privée, le dispositif pouvait être maintenu, mais comme il a été dit, nous avons demandé, en tout cas dans notre dernier avis, à ce que les gens n'activent pas la fonctionnalité de traçage finalement quand la circulation du virus est faible. Et c'est un peu comme les téléphones portables qui servent à beaucoup de choses sauf à téléphoner. L'application Tous Anti-Covid, elle sert à des tas d'autres fonctionnalités, on l'a vu, stocker des certificats, des passes, recueillir des informations pour savoir où vous pouvez vous faire vacciner, dépister, etc. Donc dans la balance utilité marginal, je crois que c'est le terme même du rapport qui nous a été transmis, et faible atteinte à la protection de la vie privée, il a semblé au collège de la CNIL que cette application pouvait être maintenue, mais le moins longtemps possible, et le fait est d'ailleurs que, si je ne me trompe pas, elle doit disparaître, cette application, le 31 janvier 2023, et naturellement, dans le cadre des contrôles que j'évoquais pour nous assurer de l'extinction de ces dispositifs, nous y veillerons tout particulièrement, sachant que, de toute façon, les données collectées dans le cadre de Tous Anti-Covid ne sont pas, à ma connaissance, conservées. En tout cas, pour une durée extrêmement limitée d'une quinzaine de jours. En fait. Donc ça, voilà. Donc ça, c'était pour essayer de répondre à Monsieur Mandon. Alors, Madame Diaz posait la question des données insérées dans le pass sanitaire. Donc, d'abord, la loi du 31 mai 2021 modifiée et son décret d'application interdisent la conservation des données du pass sanitaire. Elles ne sont utilisées que pendant le contrôle, en quelque sorte, du pass sanitaire. Il y a des garanties fortes qui ont été poussées par la CNIL également sur ce sujet. Et on a fait des contrôles pour nous assurer précisément que ces données n'étaient pas conservées. On a beaucoup insisté en termes de pédagogie pour que ce soit uniquement le oui ou le non qui apparaissent et pas l'ensemble des données, sauf pour le pass utilisé pour les déplacements hors de France, qui nécessitent, pour des raisons d'interopérabilité entre les systèmes des différents pays, qu'il y ait davantage de données. Donc on a été très vigilant sur ces différents sujets.
Monsieur Soulignac posait la question de tous anti-Covid, dont j'ai essayé de rappeler le côté couteau suisse avec plusieurs fonctionnalités, donc contact tracing, statistiques sur la crise sanitaire, le stockage du pass, qui est encore utilisé aujourd'hui d'ailleurs pour stocker le pass européen, puisque ce Covid Certificate est en vigueur jusqu'en juin 2023. Donc ça, je crois que sur tous anti-Covid, j'ai déjà répondu. Alors ça garde du sens, en tout cas ça ne va pas en garder très longtemps, parce que donc, le 31 janvier 2023, il y aura une extinction de tous anti-Covid. Monsieur Pradal posait la question de savoir si la CNIL pouvait contribuer à une doctrine et pas être en réaction. C'est un peu... J'imagine peut-être effectivement, peut-être un des objets de cette audition, le fait que vous allez devoir probablement réfléchir à la pérennisation de certains dispositifs. Donc j'ai fait quelques caveats tout à l'heure, quelques avertissements pour dire que la CNIL n'était pas compétente sur le plan sanitaire et médical, que ça nous est difficile de nous prononcer, et à défaut pour moi, parce que c'est quand même le collège de la CNIL qui prend des décisions sans, qui est bien représenté ici d'ailleurs aujourd'hui, sans pouvoir répondre sur un texte. Ce qu'on peut dire, c'est que vraiment finalement, et c'est toute l'activité de la CNIL d'une façon générale, il s'agit de concilier souvent la protection de la vie privée avec d'autres impératifs qui sont également importants, qui sont souvent protégés, qui font l'objet d'une protection constitutionnelle, le droit à la santé, la sécurité publique, etc. Donc nous, notre rôle, c'est de veiller à ce qu'il y ait des garanties, en tout cas, pour les citoyens, pour... le droit à l'information, que ces traitements soient nécessaires, qu'ils soient proportionnés, qu'on collecte le moins de données possible, qu'elles soient conservées le moins longtemps possible, de vérifier qu'il y ait le moins d'accédants possible, que les personnes qui accèdent puissent y avoir une traçabilité en cas de mésusage pour comprendre qui a fait quoi à quel moment, que ces systèmes durent le moins longtemps possible. Donc ça, on est capable naturellement de décliner un peu les grands principes fondamentaux du droit de la protection des données. Nous, ce qu'on pense, c'est qu'il faut prendre vraiment en compte les spécificités de chaque crise, les critères spécifiques d'activation des différents systèmes. Il faut aussi peut-être définir les termes. Quand va-t-on activer, le cas échéant, si c'était nécessaire, des systèmes d'information un peu dérogatoires en droit commun? Qu'est-ce qu'une situation sanitaire exceptionnelle? Qu'est-ce qu'une crise? Qui décide de cette activation, Monsieur le Président? Est-ce que c'est le législateur, le gouvernement, une agence, quelle autorité? Il faut définir les organismes qui sont concernés par ces dispositifs, définir quasiment l'autodestruction ou la date de péremption des systèmes d'information qui seraient le cas échéant mis en œuvre, donc prévoir en tout cas des durées limitées. Seule la loi permet de déroger au secret médical, même si après les conditions de mise en œuvre de celui-ci ou de cette exception peuvent être précisées par décret en Conseil d'État après avis de la CNIL. Donc j'imagine, mais vous le savez mieux que moi, que le législateur est là pour prévoir un cadre global, déterminer les conditions de mise en œuvre qui doivent varier en fonction des caractéristiques de la crise notamment. Donc j'espère avoir répondu à Monsieur Pradal. Monsieur Jordanov posait la question des moyens financiers. Donc ça, en tout cas, moyens financiers. On est assez peu gourmand, on parle beaucoup de sobriété en ce moment. On est assez sobre nous aussi, je dois dire, sur le plan budgétaire, peut-être trop, parce qu'il faudrait peut-être qu'on investisse aussi davantage. On a effectivement une trentaine de contrôleurs, une quinzaine dans le service de Benjamin Vial. C'est probablement pas assez, sachant que ce sont des binômes, un juriste et un spécialiste des systèmes d'information, un informaticien à chaque fois pour contrôler toutes les entreprises de France et toutes les administrations, même si on ne fait pas que des contrôles sur place, on fait aussi des contrôles en ligne, des contrôles sur audition, des contrôles sur pièces, etc. Et que quand on fait
un contrôle dans un secteur déterminé, on peut espérer que, compte tenu des résultats qui sont publiés ou pas, mais très souvent rendus publics, ça a un effet boule de neige quand même sur l'ensemble d'un secteur, d'autant plus qu'on travaille avec les têtes de réseau pour essayer de faire en sorte qu'elles diffusent elles-mêmes auprès de leurs administrés, en quelque sorte, clients, les bonnes pratiques. En tout cas, on fait beaucoup d'accompagnement. La CNIL, c'est pas juste un gendarme de la protection des données. Et d'ailleurs, on reçoit 14 000 plaintes par an. C'est presque le double par rapport à ce qui se passait avant le RGPD. On a pensé la première année que c'était un effet bulle, un effet RGPD. Ça n'est pas retombé. Donc il y a vraiment une prise de conscience de plus en plus importante de nos concitoyens par rapport aux enjeux de la protection de la vie privée, tant mieux. Mais nous, il faut qu'on puisse suivre. Et in fine, moi je le prends chaque année, en tout cas l'année dernière par exemple, 135 mises en demeure, la formation restreinte de la CNIL, qui est la commission des sanctions, auprès de laquelle je peux aiguiller un certain nombre de dossiers, mais à laquelle je ne participe pas, a rendu 18 sanctions l'année dernière. À prononcer 18 sanctions, c'est 3 fois plus que ce qui se passait avant le RGPD pour des montants beaucoup plus importants. 218 millions d'euros l'année dernière, beaucoup à l'encontre des GAFAM notamment, beaucoup sur le sujet des cookies, une autre forme de traçage en quelque sorte. Mais vous voyez que la disproportion entre les 14 000 plaintes, ou le hiatus entre les 14 000 plaintes, 135 mises en demeure et 18 sanctions, ça prouve que même dans le traitement des plaintes, on fait de l'accompagnement, parce qu'on revient vers l'organisme qui a fait l'objet d'une plainte, qui le plus souvent se met en conformité. Mais il nous faudrait évidemment davantage de contrôleurs. De l'autosaisine, on en fait, si j'ose dire, on en fait, que ce soit sur les contrôles. Rien n'empêche à la CNIL de prendre des positions publiques sur tel ou tel point. Vous nous y aidez en nous invitant dans ces commissions, donc on vous remercie beaucoup. Voilà, donc on ne se sent pas a priori limité de ce point de vue-là. Alors, Madame Faucillon posait la question de savoir s'il fallait, sur l'extinction de ces systèmes d'information et leurs préconisations, et les préconisations méthodologiques. Donc, en tout cas, tous les systèmes d'information, sauf le système d'information sur les vaccins, mais peut-être pour des raisons de pharmacovigilance, ont une date d'extinction qui est maintenant proche, qui est prévue, et je ne parle même pas du pass, qui est terminé, comme vous le savez, depuis juillet dernier, ont une date d'extinction qui est prévue entre le 31 janvier prochain et le 30 juin prochain pour CIDEP. Donc vraiment, ça sera notre rôle et le rôle des services des contrôles de la CNIL d'aller s'assurer, d'une part, que ces systèmes d'information ne sont plus alimentés par des données, et d'autre part, qu'il n'y ait aucune donnée qui ait été conservée. Autre que pour des finalités de recherche, le cas échéant, si ça avait été prévu de façon pseudonymisée, etc. Voilà, vous posiez la question de la très très légitime de la cybersécurité. C'est pour nous une préoccupation essentielle. La CNIL est vraiment un acteur majeur de la cybersécurité. Je me permets de le préciser parce que à ce stade, le RGPD, c'est vraiment un allié de la cybersécurité. C'est le seul texte qui impose des obligations de moyens, pas de résultats naturellement, mais de moyens. Il faut avoir pris un certain nombre de mesures pour l'ensemble des responsables de traitement en France, qu'ils soient publics ou privés, dans ce secteur. Et en 2021, donc en plein cœur de la crise, on a vu qu'il y avait un pic de notification des violations de données auprès de la CNIL. Vous savez, c'est une obligation du RGPD maintenant dans les 72 heures au cours desquelles un responsable de traitement s'aperçoit que ces données ont été violées ou compromises. Il doit notifier cette violation à la CNIL si les données si cette violation présente un certain nombre de caractéristiques, si elle est importante, si elle porte sur des données sensibles, etc. Et en 2021, on a eu, aujourd'hui on reçoit près de 5000 notifications par an. En 2021, 18% des notifications concernaient la santé, contre 8% l'année précédente de l'ensemble des notifications. Sur ces violations, d'une façon générale, et en tout cas pour la santé, 66% des notifications de violations qu'on a reçues en 2021 qui concernaient la santé correspondaient à du piratage. Dans piratage, on met les rançongiciels, vous savez, chiffrer les données contre souvent le paiement d'une rançon pour pouvoir les déchiffrer, et le hameçonnage, donc l'utilisation malveillante de ces données. 66% en 2021, donc d'actions malveillantes en quelque sorte dans les notifications qu'on a reçues concernant la santé, contre
40 points de moins l'année précédente, 26%, enfin, ou en 2019 en tout cas. Donc on voit que vraiment le secteur de la santé est particulièrement ciblé, et la taxe sur le CHU de Bordeaux, les données compromises et envoyées dans la nature pour non-paiement de la rançon par l'hôpital de Corbeil-Essonnes, ce sont les faces immergées de l'iceberg. Mais il y a bien d'autres, naturellement, attaques. Et on peut penser qu'en 2021, la hausse des cyberattaques, la fatigue des personnels, des nouveaux process mis en œuvre dans l'urgence ont pu contribuer à cette surchauffe, en quelque sorte, en matière de risque de sécurité, qui est un peu retombée quand même. D'ailleurs, on peut noter que l'ANSSI, puisque nous sommes dans le cybermois, a fait du thème des rançongiciels et du hameçonnage son thème annuel de ce cybermois, et la CNIL, parallèlement, indépendamment des actions qu'elle mène sur la cybersécurité en termes de pédagogie. Par exemple, je vous invite à aller sur le site de la CNIL si vous voulez taper mot de passe, si vous voulez avoir un mot de passe robuste. On a un générateur de mots de passe, ce sont des choses toutes simples, mais c'est par là que ça passe. Et maintenant, ce sont plutôt les TME, les TPE, les PME en quelque sorte, les collectivités locales, le secteur de la santé, qui peuvent être les maillons faibles par rapport à toute une chaîne d'utilisation de la donnée, où les grandes structures, les grandes entreprises sont quand même mieux sécurisées. On fait beaucoup d'accompagnement par ailleurs du ministère de la Santé sur les questions de cyber. Je pense à l'espace numérique en santé, aux préoccupations de sécurité dans le dossier médical partagé, au système d'information du SAMU, enfin un certain nombre de dispositions. Donc c'est vraiment un sujet qui nous préoccupe, parce qu'il faut faire progresser globalement le niveau de sécurité de l'écosystème, notamment dans le secteur de la santé, et on espère y contribuer par nos actions, tant d'accompagnement que de contrôle. J'espère, Monsieur le Président, avoir répondu, sauf sur l'effet cliquet, et évidemment l'accoutumance, ce qu'on appelle le solutionnisme technologique. Il ne faut pas que tous ces systèmes d'information très dérogatoires qui ont été mis en œuvre pendant la crise sanitaire soient banalisés, et on récuse ce qu'on appelle un peu dans notre jargon aussi le solutionnisme technologique. Donc je vous rejoins tout à fait de ce point de vue-là. Merci beaucoup. Merci. Monsieur Gilles Lejean. Merci, Monsieur le Président. Madame la Présidente, vous ne m'en voudrez pas, la question ne porte pas strictement sur la question du Covid, mais un certain nombre de réponses que vous avez apportées, ou d'éléments qui figuraient dans vos réponses, m'encouragent à m'éloigner un tout petit peu de ce sujet. Lors des échanges, notamment avec mon collègue Réberotte, vous avez souligné le fait que les moyens avaient assez sensiblement augmenté à l'occasion du texte sur la RGPD, et j'ai cru comprendre que vous aviez notamment amélioré, renforcé assez fortement les capacités de la CNIL, notamment en matière de conformité, pour mieux aider les professionnels de toute nature à s'adapter à ces nouvelles règles dont tout le monde connaît la complexité. Alors, cette démarche me semble intéressante en elle-même. J'aurais aimé que vous nous décriviez un petit peu plus précisément en quoi elle consiste. Vous avez fait allusion dans une autre réponse à une autre question au fait que les contrôles, voire parfois les erreurs, vous donnaient l'occasion d'accompagner, mais est-ce qu'il y a aussi un investissement en amont, un travail pédagogique, notamment vis-à-vis des petites ou des moyennes entreprises pour lesquelles l'application des règles est souvent un casse-tête parce qu'elles n'ont pas les équipements humains et parfois les moyens économiques qui leur permettent de le faire. Évidemment, c'est aussi peut-être instructif pour d'autres autorités similaires ou cousines de la vôtre. On est dans un contexte, vous l'avez souligné, et ce n'est pas terminé, d'explosion des normes, des règles. Vous avez fait mention des règles qui allaient venir, des nouvelles réglementations européennes. Qu'est-ce qu'on peut tirer au stade actuel de votre expérience dans ce domaine qui permettrait d'être mutualisé à d'autres autorités? Je vous remercie. Madame Julie Le Chanteux. Merci, Monsieur le Président. Bonjour, Madame la Présidente, mes chers collègues. Un récent décret a permis la prolongation de l'application Tous Anti-Covid jusqu'au 31 janvier 2023. Alors que la CNIL, Commission nationale informatique et liberté, dont vous êtes la présidente, avait demandé la publication d'un rapport sur le fonctionnement de l'application Tous Anti-Covid pour janvier 2021,
Ce rapport n'a été publié qu'un an après la date fixée, d'une part, et n'a fait l'objet d'absolument aucune information publique d'autre part. Une fois que l'on a trouvé ce rapport perdu dans les tréfonds du site de Tous Anti-Covid, on y lit plusieurs informations très intéressantes, nous démontrant notamment que le dispositif n'a absolument pas eu l'efficacité espérée. En effet, le rapport précise que l'efficacité technique de Tous Anti-Covid a été sous-optimale, tant le nombre de personnes testées positives à la Covid qui ne se sont pas déclarées à l'application était élevé. De plus, la fonction de suivi des utilisateurs censée pouvoir retracer des chaînes de contamination pour stopper la propagation du virus a été évidemment sous-utilisée, amenant l'application à n'être utile que pour stocker le pass sanitaire. De plus, l'application a montré ses faiblesses à plusieurs reprises, notamment concernant la protection des données personnelles, puisque l'anonymat des utilisateurs n'était en aucun cas assuré. Pour rappel, la création de ce dispositif qui use des données personnelles des millions d'utilisateurs était conditionnée à ce que ce rapport d'impact soit publié, ce qui n'a pas été le cas, et qu'il démontre une réelle utilité. Manifestement, ça n'a pas fonctionné. Je souhaiterais également souligner qu'en plus de l'inefficacité avérée du dispositif, celui-ci a coûté un argent incroyable aux Français, puisque c'est 7 millions d'euros que cela a coûté à nos concitoyens. Donc, deux questions, Madame la Présidente. Vous savez, nous sommes attachés aux libertés des Français. Donc, qu'attendez-vous pour vous prononcer en faveur de l'arrêt de cette application? Et enfin, qu'adviendra-t-il des données personnelles de ces millions de Français, notamment leur traçage collecté depuis le début de la pandémie? Je vous remercie, Madame la Présidente. Merci. Madame Raquel Garrido. Merci, Madame la Présidente, pour votre exposé et vos réponses très claires, et qui, j'avoue, aurait été utile, très utile, avant nos travaux de cet été sur la loi de prolongation des systèmes d'information SI-DEP et Contact Covid. Alors, évidemment, ce n'est pas de votre faute si vous n'avez pas pu être entendu cet été, parce que le gouvernement, c'est lui qui a décidé en urgence cet été de nous faire prolonger ces systèmes d'information. Et à l'époque, je dois dire que la pression était très forte sur nous, sur les responsables politiques que nous sommes, pour la prolongation de ces systèmes d'information. L'argument était, en fait, on nous a transmis, du point de vue du gouvernement, une sorte d'angoisse de l'écrasement de ces fichiers. Vous imaginez, c'est un nouveau variant et qu'il est terrible et qu'on n'a plus SI-DEP, on n'a plus Contact Covid, qu'est-ce qui va se passer? Il y avait une sorte d'angoisse qui nous était transmise en disant: personne ne vous pardonnera, vous les députés, d'avoir laissé écraser ces fichiers si importants dans la maîtrise éventuelle d'une pandémie. Et quand je vous entends aujourd'hui, et c'est très clair vos propos, il y a clairement une tension, il faut la dire, entre le concept de pérennisation et le concept de limitation dans le temps. Il y a deux choses là qui sont en contradiction. Clairement, on a des collègues qui pensent aujourd'hui que, compte tenu de l'évolution climatique, les zoonoses, etc., les risques de pandémie qui sont réels, on ne peut plus se passer de ce genre de choses, il faut les pérenniser. Et à l'inverse, ce que vous semblez dire, ce que vous dites très clairement, moi ce que j'entends dans ce que vous dites, c'est qu'il faut assumer la caducité, la péremption des fichiers, et qu'ils ont une date de début, une date de fin, et que quand c'est fini, on arrête, on écrase le fichier, quitte, le cas échéant, on en rouvrira un si besoin. Dans le cas de SI-DEP et Contact Covid, je pense qu'il faut quand même reconnaître que, les gens se sont eux-mêmes sortis du système en ne faisant pas un dépistage, en ne donnant pas les noms de leurs contacts, donc de toute façon, l'efficacité était érodée. Et enfin, mais ça a été dit par ma collègue Elsa Faucillon, j'aimerais que vous rappeliez à nos collègues que le fichier le mieux protégé, c'est celui qui n'existe pas. Merci. Madame Cécile Untermeier. Merci, Monsieur le Président. Merci, Madame la Présidente, pour vos propos. Je pense que la clarté et puis l'avancée que vous nous donnez, l'éclairage que vous nous faites après, finalement, cette période extrêmement compliquée de crise que nous avons vécue est extrêmement utile. Et effectivement, les propos ne sont pas tout à fait les mêmes. Les orientations sont plus assurées, plus affirmées, et c'est normal. Moi, ce que je voulais vous dire, c'est déjà vous remercier parce que ce travail colossal qui a été mené ici, au gouvernement aussi, il faut le dire, et avec une autorité administrative indépendante telle que la vôtre, a démontré finalement qu'on avait une organisation en capacité d'essayer de porter, bien sûr, ces sujets majeurs qui sont la protection de la vie privée devant une crise majeure sanitaire à laquelle il fallait répondre.
Je crois que vous avez dit, et on n'a pas de raison de ne pas vous croire, que la relation avec le gouvernement dans le cadre de cette crise s'est relativement bien passée, que vous n'avez pas souffert d'obstacles. En tout cas, je souhaiterais que vous puissiez nous le confirmer. Et que finalement, cette page, il faut à un moment la tourner pour en ouvrir une autre si besoin. En tout cas, il faut vraiment la fermer. Et sur ce point, je pense qu'on est d'accord et on sera vigilant sur le fait que cette page se ferme et se ferme bien pour que les données soient bien protégées. Et ça, j'en viens donc à ma première question. Comment allez-vous organiser d'abord, comment réalisez-vous ces contrôles? Vous l'avez dit, avec un juriste et un ingénieur. Est-ce que, écartons l'idée que vous avez un recours au cabinet de conseil? J'imagine que ça n'est pas le cas. Vous n'avez pas de consultant externe. C'est un élément important. Et je voulais vous demander également, la période de 10 ans me paraît très longue. Est-ce que vous avez maintenant une philosophie sur cette question de la conservation des données pendant les 10 ans? Et enfin, est-ce que ça vous a fait évoluer, vous, personnellement, sur la notion du secret médical par rapport au XXIe siècle et par rapport aux problèmes que nous rencontrons actuellement? Merci. Madame Clara Chassagnol. Merci, Monsieur le Président. Madame la Présidente, déjà, je vous remercie pour les propos que vous avez pu nous exprimer, qui sont à la fois utiles et rassurants. Je vais me permettre d'élargir un peu la thématique de l'audition, parce que j'ai récemment eu des échanges en circonscription qui m'ont alerté sur l'opportunité d'améliorer le traitement des données de personnes interpellées par la police afin de faciliter leur identification. Aujourd'hui, une personne qui est placée en garde à vue peut avoir été enregistrée plusieurs fois dans le fichier des traitements des antécédents judiciaires sous une fausse identité, ce qui rend impossible la capacité des forces de l'ordre à connaître ses antécédents parce qu'ils ne sont pas interconnectés avec les fichiers automatisés d'empreintes digitales et le fichier automatisé des empreintes génétiques. En 2016, un rapport de la Cour des comptes proposait de connecter ces deux fichiers avec une base commune pour améliorer la fiabilité des identités et repérer plus systématiquement les individus signalisés dans ces bases, qui sont des individus qui ont pu commettre des crimes graves. Dans le même esprit, nos collègues Didier Paris et Pierre Morel-L'Huissier ont proposé dans un rapport en 2018, qui était particulièrement intéressant, de mettre en relation les trois fichiers sous la forme d'une base pivot, pour qu'en consultant l'une des bases, il soit possible d'avoir accès aux informations qui seraient contenues dans les deux autres. Même s'il existe donc des freins juridiques aujourd'hui et que l'exigence de protection des données des directives européennes sont évidemment des garde-fous fondamentaux, pour autant, malgré les réticences politiques qui sont parfois invoquées, certains croisements sont déjà opérés dans le système d'information Schengen, par exemple. Ainsi, Madame la Présidente, je voulais, sans remettre en cause donc, cette protection des données personnelles et au regard de l'utilité que représenterait une meilleure identification des personnes mises en cause, est-ce qu'il vous paraîtrait envisageable que l'on puisse avancer sur ce sujet avec éventuellement la possibilité de créer cette base pivot, et dans le cas contraire, qu'est-ce qui s'y opposerait? Je vous remercie. Merci, Madame Elisa Martin. Bonjour, merci beaucoup de votre venue et de vos propos. Moi, ma question accompagne d'ailleurs un certain nombre de préoccupations qui ont été soulevées jusqu'à maintenant. Il y a donc le développement d'un certain nombre de nouvelles technologies, de nouveaux outils, d'une manière générale. D'ailleurs, dans l'OPMI, le recours à ces nouveaux outils, ces nouvelles technologies paraît occuper une place très importante, mais peu importe, je ferme cette parenthèse. Est-ce que vous, à la CNIL, vous avez les moyens que je qualifierais de techniques pour évaluer les capacités de ces nouveaux outils à être faiblement protégés, à être utilisés dans d'autres contextes et pour d'autres utilisations? Est-ce que vous avez une capacité de cette nature, ou est-ce que vous pouvez la solliciter si elle n'existe pas à l'intérieur de la CNIL pour se donner un certain nombre de garanties autour, encore une fois, de tous ces nouveaux outils qui arrivent? Merci. Et enfin, Monsieur Jean Terlier. Merci, Monsieur le Président. Madame la Présidente, mes propos vont s'inscrire dans la lignée, une fois n'est pas coutume, de ceux présentés par ma collègue Cécile Untermaier. Tout d'abord, pour vous dire que la représentation nationale vous remercie sincèrement du retour de la CNIL sur l'efficacité, la pertinence des systèmes d'information et de traitement de données que nous avons mis en place pendant la crise sanitaire.
Je tiens ici à le rappeler, et nous étions nombreux, déjà commissaires aux lois, lors des différentes auditions que nous avions pu mener, s'agissant de la mise en place de ces systèmes d'information, d'avoir quelques doutes sur la pertinence de leur mise en place, tant l'efficacité n'était pas avérée pour lutter contre la crise sanitaire, et tant peut-être aussi également les problématiques en termes de liberté publique pouvaient se poser. Et je crois que vos avis, l'avis de la CNIL, de l'autorité indépendante que vous représentez, ont été importants dans les choix du législateur de se prononcer sur la mise en place de ce type de dispositif. Notamment, vous l'avez rappelé, dans les conditions d'urgence que sont celles que nous avons vécues dans le cadre de cette crise sanitaire. Je voulais ici vous poser une question sur la mise en place de tous anti-Covid. Contrairement à ce que j'ai pu entendre du côté du Rassemblement national, vous avez, dans vos propos introductifs, très clairement indiqué que cette application était respectueuse de la vie privée, nonobstant le traçage mis en place, qu'il n'y avait pas de risque majeur pour les libertés publiques, vous l'avez aussi également indiqué, et qu'il était conforme au RGPD. En revanche, je n'ai pas su bien voir dans votre propos qui a suivi, quand on a parlé de l'utilité de ce dispositif, vous avez évoqué peut-être les difficultés d'appréciation de cette utilité selon qu'on était avant l'existence d'une crise sanitaire ou si c'était pendant que ce dispositif était le plus utile et ne pas avoir les éléments pour vous permettre de l'évaluer. J'aurais voulu avoir peut-être un peu plus d'explications à ce sujet. Merci. Merci. Madame la Présidente, pour répondre à ces questions. Merci Monsieur le Président et je me réjouis beaucoup en tout cas qu'il y ait encore beaucoup de questions sur ces sujets qui nous sont chers à la CNIL et qu'on considère évidemment comme importants. Alors Monsieur Gilles Legendre posait en tout cas une question sur les missions d'accompagnement de la CNIL. Donc dans le cadre de la crise sanitaire, je les ai évoquées, 31 avis rendus, 13 auditions parlementaires avec celle-ci. Voilà, donc en tout cas sur l'aspect crise sanitaire, je n'y reviens pas. D'une façon plus générale, nous faisons vraiment autant d'accompagnement que d'actions répressives, traitement des plaintes, contrôle et mesures répressives, sanctions, mise en demeure ou autres. Parce qu'on est convaincu que la pédagogie est vraiment indispensable sur ces sujets, y compris auprès des plus jeunes. D'ailleurs, nous faisons beaucoup d'éducation au numérique avec le prisme de la protection des données. On anime un dispositif qui s'appelle EducNum avec 70 associations, fondations d'entreprises, etc. On va publier des ressources, par exemple, pour les 8-10 ans, d'ici quelques jours. On a un partenariat avec l'Éducation nationale. On est très actifs sur ce sujet. Plus globalement, sur l'ensemble de l'accompagnement, on fait beaucoup de droits souples. D'abord, on est à l'écoute. On est, je pense, une des rares AI à répondre au téléphone. On a vraiment des permanences téléphoniques que les membres du collège de la CNIL ont pu visiter notamment, et parfois certains députés, parce qu'on a fait des visites si ça vous intéresse. C'est très instructif de voir quelles sont les questions que se posent nos concitoyens, et nous, ça nous aide beaucoup à ne pas être un régulateur hors sol, et puis on espère pouvoir vraiment répondre utilement à des questions. Il y a la possibilité aussi, par un dispositif qui s'appelle Besoin d'aide, de poser des questions par voie électronique, par mail, et auxquelles on essaye également de répondre. On a un service qui est spécialisé avec plus d'une dizaine de personnes dans l'accompagnement des délégués à la protection des données, puisqu'il y a maintenant 30 000 en France. On met des outils à disposition. Par exemple, on a créé un MOOC il y a 3 ans qui s'enrichit progressivement de différents modules. Un depuis quelques mois, par exemple, à destination des collectivités locales, avec une quinzaine de fiches, l'état civil, le périscolaire, etc. Ce MOOC, il a déjà fait l'objet de 140 000 créations de comptes. C'est pour vous dire qu'il y a un appétit, parce qu'il faut avoir envie de se mettre devant un écran pendant 3 ou 4 heures. On essaye de le faire de façon la plus pédagogique possible. Mais donc, il y a vraiment un besoin de pédagogie. Et j'espère surtout que nos concitoyens, et peut-être le milieu entrepreneurial, qui a vu arriver le RGPD avec une certaine réticence, parce qu'on peut comprendre que c'est une réglementation supplémentaire, complexe à mettre en œuvre, etc. On voit tout l'intérêt
retrait parce que je crois qu'il n'y aura pas de développement durable, serein de l'économie numérique sans cette confiance que j'évoquais tout à l'heure. Et je crois qu'il y a un risque de réputation et à l'inverse un avantage concurrentiel distinctif pour un certain nombre d'entreprises à protéger les données de leurs concitoyens. Donc comme je l'ai évoqué, on fait beaucoup d'accompagnement à travers des têtes de réseau, parce que c'est pas avec 290 agents qu'on peut faire de l'accompagnement très individualisé, sauf pour des très gros acteurs ou parce que est en cause une technologie qui peut avoir des effets importants. On fait beaucoup de ce qu'on appelle de droit souple, c'est-à-dire de référentiel. On parlait, puisqu'on a parlé de santé quasiment une grande partie de la matinée, on a publié un référentiel pour les cabinets médicaux et paramédicaux. Concrètement, vous êtes médecin dans un cabinet médical, qu'est-ce que vous devez faire, comment vous devez informer vos patients sur l'utilisation de ces données, quelles sont les mesures de sécurité que vous devez prendre. On a fait la même chose en publiant un référentiel pour les officines de pharmacie. On a un site qui est une mine d'or. Je ne dis pas que c'est facile nécessairement de naviguer dessus, mais on a quand même eu 11 millions de connexions à notre site l'année dernière. C'est autant que le site du ministère de la Justice, etc., ce qui prouve qu'il y a un besoin de contenu auquel on essaye de répondre. Vous avez évoqué les PME, TPE. On a publié un guide en lien avec BPI France, précisément parce qu'on a conscience que les exigences qu'on peut avoir à l'égard d'une toute petite entreprise ne sont pas les mêmes que celles qu'on peut avoir à l'égard d'un groupe du CAC 40, pour essayer de simplifier au maximum les problématiques. Pour les startups, on va à Station F notamment pour les évangéliser, entre guillemets, sur la protection des données. Donc vraiment, c'est un accompagnement multiforme pour lesquels il y a une orientation, en tout cas j'ai décidé d'avoir une orientation qui se projette en dehors de Paris. On va faire vraiment le tour des régions. On a commencé à Lyon il y a peu de temps, où on était réunis avec la plus grande association de délégués à la protection des données. 300 personnes dans la salle, il y avait eu 500 demandes pour évoquer les principes du RGPD. J'ai lancé depuis l'année dernière un bac à sable alors c'est pas un bac à sable pour s'affranchir de la réglementation ou pour jouer tout simplement, mais c'est un bac à sable par lequel, suite à un appel à projet, on accompagne pendant quelques mois tous les ans sur une thématique particulière, une dizaine d'acteurs, et on essaye d'en tirer des enseignements plus généraux qu'on fait connaître. C'était, Hélène Guimier-Aubréau s'en souvient l'année dernière, sur la santé numérique, justement, pour que les projets innovants soient accompagnés dès le départ. Et cette année, c'est sur les EdTech, aide comme éducation, vraiment le numérique dans l'éducation. Et d'ailleurs, ce thème du numérique dans l'éducation, nous ferons un colloque sur ce sujet début novembre. Donc voilà ce que je peux dire globalement sur l'accompagnement. On n'a pas la prétention de servir de modèle à qui que ce soit, mais c'est vraiment une de nos... un des fondamentaux de notre ADN, et on essaye en permanence de s'adapter et de répondre au plus près du terrain, aux préoccupations qui sont posées. Par ailleurs, donc Madame Le Chanteux évoquait le rapport sur tous anti-Covid. Alors, quid des données de tous anti-Covid? Eh bien, donc elles ne sont conservées que pendant, enfin que entre guillemets, c'est déjà un certain temps, mais elles n'ont été conservées ou elles ne doivent être conservées que pendant une quinzaine de jours. Donc les données de l'historique de proximité, c'est 15 jours à compter de leur enregistrement par l'application du téléphone, et les données de l'historique de proximité des contacts à risque qui sont partagés sur le serveur central, c'est 15 jours aussi à compter de leur enregistrement. Et donc, comme vous le savez, l'application sera désactivée le 31 janvier prochain. Et encore une fois, c'est une application sur laquelle la CNIL a obtenu, en lien avec les personnes qui se sont occupées de leur conception, des garanties dès le début en matière de vie privée, dès le début de sa mise en œuvre. Mais j'ai déjà eu l'occasion d'en parler sur l'utilité marginale de la fonction traçage, en tout cas de cette application pour la résolution de la crise.
Raquel Garrido évoquait l'angoisse de l'écrasement des fichiers, non pas la sienne, j'ai l'impression, mais en tout cas celle qui pouvait être relayée le cas échéant. Ça pose effectivement toute la problématique de la pérennisation de certains de ces dispositifs. Moi, je pense effectivement que, comme le collège de la CNIL, que la plupart de ces dispositifs doivent avoir une date de péremption, doivent être désactivés, sauf dans 2 cas, notamment, et pour certains des données collectées à travers ces dispositifs, c'est pour des raisons de pharmacovigilance, je pense notamment aux vaccins, c'est quand même logique de pouvoir, le cas échéant, dans quelques années, revenir vers telle ou telle personne en cas de besoin, et d'autre part pour des besoins de recherche, mais dans des conditions qui font que les données des personnes qui sont utilisées le soient dans des conditions de protection de la vie privée qu'on a calibrées, en tout cas qu'on a vérifiées nous-mêmes. Mais ça pose plus globalement en fait sur l'évaluation de ces dispositifs. Je pense que ce qui est nécessaire, on a des évaluations en silo, en quelque sorte, système d'information par système d'information. Il nous paraît très important, dans l'éventualité d'une réflexion sur la pérennisation de certains dispositifs, et autant que possible, c'est certainement compliqué, mais qu'il y ait une évaluation qui soit plus globale des interactions entre ces différents systèmes d'information notamment. Mais je vais revenir après sur d'autres interventions, mais ça me permet d'une certaine façon de répondre tout de suite à M. Gental à propos de TAC, parce que effectivement, peut-être que c'est utile d'évaluer tous anti-Covid au regard de l'évaluation du système d'information contact Covid. Quelles sont les interactions entre l'un et l'autre? Est-ce que les deux sont utiles en même temps? À quel moment de la propagation du virus l'utilisation de tous anti-Covid n'a pas nécessairement la même utilité, peut-être plus une utilité d'identification de pics de contamination si c'est au tout début de l'utilisation de tous anti-Covid, plus une complémentarité avec les actions d'enquête manuelle si c'est au moment où le virus circule davantage. Madame Cécile Luthermayer demandait un peu comment fonctionnaient les contrôles. En l'espèce, s'agissant de données de santé particulièrement sensibles, nous faisions, et c'est juridiquement nécessaire, accompagnés par un médecin. Nous avons fait aussi très attention dans toute cette période de contrôle, et nous continuons à le faire, mais évidemment au pic de la crise, à ne pas... à avoir des méthodes de contrôle qui n'empêchaient pas les équipes de travailler. Je ne parle pas des équipes de la CNIL, mais en tout cas qui ne perturbaient pas en tout cas les organismes qu'on allait contrôler. On a vraiment fait des contrôles très en temps réel. On a obtenu des modifications sur un certain nombre de sujets vraiment en temps réel. Des zones de commentaires libres, des choses comme ça qui n'avaient pas lieu d'être, des questions de sécurité, et par un dialogue continu avec les responsables de traitement. À ma connaissance, nous ne faisons pas appel à des cabinets de conseil. Voilà. Je ne crois pas que nous en aurions les moyens, d'ailleurs, en tout état de cause. Et le secret médical, c'est vraiment, effectivement, une notion absolument fondamentale à avoir en tête dans le cadre de la mise en œuvre de systèmes d'information tels que ceux qui ont été mis en œuvre. Et c'est bien parce que c'est fondamental que c'est le législateur qui doit en délimiter, en quelque sorte, les contours et les exceptions, quand il y a des exceptions, de façon très rigoureuse. Madame Chassagneux posait des questions sur le traitement des antécédents judiciaires. C'est certainement une question légitime en elle-même et qui a un lien assez ténu avec l'objet de l'audition de ce matin. Donc nous reviendrons vers vous sur ce sujet. Ce que je peux vous dire, c'est que la CNIL est très attentive
sur les modalités de mise en œuvre des fichiers régaliens d'une façon générale. On contrôle régulièrement les fichiers mis en œuvre par le ministère de l'Intérieur ou par le ministère de la Défense, par exemple. Et d'ailleurs, le FAED, par exemple, le fichier des empreintes génétiques, a fait l'objet d'une sanction de la CNIL il y a 1 an, un rappel à l'ordre public, une injonction de mise en conformité, notamment sur les durées de conservation, qui, en tout cas, une demande de mise en conformité qui a été adressée au ministère de l'Intérieur. Alors, Madame Elisa Martin posait la question des moyens que nous avions pour évaluer les nouveaux outils qui peuvent être mis en œuvre. Alors, on a beaucoup de chance à la CNIL parce que par rapport à d'autres autorités de protection des données, je pense qu'on est la seule autorité de protection des données au sein de l'Union européenne à avoir un laboratoire d'innovation numérique qui s'appelle le LINC, avec des chercheurs, d'ailleurs avec une recherche une approche multidisciplinaire, des ingénieurs naturellement, mais aussi des sociologues. Je veux aussi développer, si c'est possible, un peu la fonction économique de la CNIL, parce que la régulation de la donnée, il faut aussi comprendre les enjeux de régulation économique de la donnée, a fortiori avec les nouveaux textes européens qui arrivent sur le partage et sur l'ouverture des données ou sur l'intelligence artificielle. Donc nous avons nos propres ressources, même si elles ne sont jamais suffisantes. On produit d'ailleurs des livres blancs. Là, on en a produit un, par exemple, sur les assistants vocaux, en ouvrant le capot des assistants vocaux, parce que la voix, c'est très révélateur de caractéristiques très intimes et personnelles des personnes. Avec la voix, vous pouvez identifier évidemment le genre, l'âge de la personne, sa nationalité, peut-être la fumée, la clope, comme vous dites, c'est tout à fait possible. En tout cas, ça peut certainement divulguer des informations médicales, même malgré soi. On a fait un livre blanc sur les moyens des données de paiement, par exemple, sur les données de paiement, parce qu'on voit qu'on s'achemine vers un monde sans cash, entre guillemets, et donc qui multiplie les possibilités de traçage de nos comportements financiers notamment. Et puis, vous parliez de pouvoir solliciter d'autres expertises. Le gouvernement a mis en place au ministère de l'économie le PEREN, qui est un service qui permet de faire des études numériques et auquel un certain nombre d'AI, d'autorités administratives indépendantes dont nous faisons partie, peuvent avoir accès ou solliciter ou définir en commun des études, ce que nous faisons également. Voilà, Monsieur le Président, à ce stade, ce que je pouvais vous dire, en espérant ne pas avoir été trop longue. C'était un stade très avancé, puisque c'était très complet. Je vous remercie pour cette audition, au nom des collègues et puis de tous ceux qui ont assisté et qui ont pu bénéficier des informations que vous nous avez données. Merci et à bientôt. Merci, Monsieur le Président. Merci, Mesdames et Messieurs les députés. Merci. Et peut-être à la semaine prochaine pour certains d'entre vous.